Bonjour à tous, bon peuple de Saint-Malo, je me nomme Jean-Baptiste de Saint-Ours, je suis lieutenant aux compagnies franches de la marine en Nouvelle-France. Donc, si je suis revenu en cette année 1754 dans votre bonne ville, c'est que si je suis sur le chemin pour Versailles pour faire état au roi de nos alliances avec les sauvages. Ah oui. On va commencer tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'alliance avec les autochtones. Et notamment, on aura besoin de plein de vocabulaire. Pourquoi au XVIIIe siècle, en France, on utilise le terme sauvage? Et que c'est tellement connoté de nos jours? Parce que les Anglais sont passés par là, et de nos jours, on utilise le sauvage comme savages, avec la connotation péjorative qu'on a de nos jours. Sauf qu'en fait, quand Samuel de Champlain communique en premier avec les sauvages, tout bêtement, en français, sauvage, ça vient de silva, silvae, en latin, la forêt. Dans mon vocabulaire, quand j'utilise le terme sauvage, je veux juste dire habitant de la forêt. Donc en fait, au XVIIe et au XVIIIe siècle, on parle bien de sauvage. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres façons de les appeler, et on en parlera un peu plus tard, parce que c'est des appellations qui ont changé au cours des siècles. Et quoi qu'il en soit, si vous m'entendez utiliser le terme sauvage, il n'y a absolument rien de péjoratif. Je vais vous parler aujourd'hui de terres gigantesques. Je vais vous parler aujourd'hui de forêts profonde, d'une vie dure, mais avec un espoir de vivre mieux, d'avoir une meilleure espérance de vie, et par contre des terres à protéger. Et comme vous pouvez le voir, je suis officier de la marine royale, je dois protéger cette terre, et j'ai longuement combattu, et notamment combattu contre les Anglais. Mais je n'ai jamais combattu seul. Jamais. Il y a bien évidemment les hommes des compagnies franches de la marine, il y a la milice canadienne. Tout homme de 15 ans à 60 ans est levable dans la milice. Jusqu'à 60 ans, preuve à quel point l'espérance de vie en Nouvelle-France est bonne. Notamment grâce à quoi? On a des cours d'eau partout, et des cours d'eau non pollués. Alors qu'on estime qu'en France, les cours d'eau sont pollués depuis le XIIIe siècle, à cause des tanneurs notamment. Ensuite, en France, on n'a pas le droit de chasser. C'est un privilège royal. En Nouvelle-France, n'importe qui peut chasser sur ces terres, et ça tombe bien, les terres on les donne. Donc quand on prend de l'eau de bonne qualité, un bon air et des protéines, en général, on augmente son espérance de vie, en toute logique. D'ailleurs le mythe du bûcheron canadien, un peu plus charpenté que la moyenne qu'on connaît encore de nos jours, il est déjà documenté au XVIIIe siècle. On mange mieux, on est toujours en extérieur, bien évidemment que la morphologie humaine change. Et là, on parle de morphologie, mais finalement, on va parler aussi de culture qui change dès le XVIIe et XVIIIe siècle, au contact de nos amis natifs. Je vais d'abord commencer par vous raconter justement à quel point ils sont importants. Moi, je suis toujours allé au combat avec les hommes, avec les milices, mais aussi avec des alliés. Parce que finalement, cette terre gigantesque est très peu peuplée par les Français, et on dit que la Nouvelle-France est aussi grande qu'une portée de fusil autour des forts. Sans nos alliés natifs, nous ne sommes rien. On va commencer par vous rappeler à peu près ce qu'est la Nouvelle-France, avant d'attaquer la culture native, et puis voir à peu près les relations qu'on a eues, positives ou négatives, ensemble, bien évidemment, même si c'est globalement ça s'est bien passé entre Français et natifs, l'être humain est ce qu'il est, et tout n'a pas été bien évidemment un long fleuve tranquille, un long Saint-Laurent tranquille. On va commencer bien évidemment l'histoire de la Nouvelle-France. En 1534, un petit pilote du port de Saint-Malo qui s'appelle Jacques Cartier, très peu connu, mais par contre un navigateur formidable. On lui ordonne de trouver un chemin vers les Indes à l'ouest. Et il va faire le trajet en ligne droite en 3 semaines. Il faudra attendre le 19e siècle pour égaler son record. Jacques Cartier, en 1534, atterrit ici à Gaspé et découvre la Nouvelle-France. Mais dès le début, il arrive à communiquer avec les sauvages. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le premier occidental qu'il voyait. Absolument pas. On va remonter plus loin dans le temps, parce qu'au lieu de commencer au début de la Nouvelle-France et de regarder un point de vue français, moi j'ai envie de vous montrer le point de vue justement des autochtones. La première rencontre des natifs avec des occidentaux a lieu au 9e siècle, avec des Scandinaves, et notamment sur la côte du Labrador. C'est la tribu des Inuits, que les Français appellent les Montagnais. Alors ça, vous allez voir, chaque tribu a 3 noms. Le nom que eux-mêmes se donnent,
le nom que les Français donnent, qui souvent est le même, mais francisé, et le nom des Anglais. Donc là, on parle des Inuits, et donc des montagnais qui rencontrent les Scandinaves. Je n'aime pas utiliser ce terme parce que ça nécessiterait des éclaircissements, mais les Vikings. Notamment avec une colonie qui est à Lance aux Méduses en français, Lance aux Meadows, qui est à peu près un peu plus là-haut. Et également sur Terre-Neuve. Bon, vous imaginez qu'entre le 19e siècle et le 16e siècle, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, qui n'existe pas encore. Mais ce sont eux les premiers occidentaux qui voient. Ensuite, dès le 15e siècle, fin du Moyen-Âge, il y a des pêcheurs bretons et basques qui vont reconnaître Terre-Neuve. Donc Terre-Neuve, ça commence ici, vous l'avez en plus gros là, donc c'est ici. Et en fait, ils commencent à traverser l'Atlantique pour aller dans les riches pêcheries de Terre-Neuve, pour aller pêcher la morue, qui, au demeurant, la morue va sauver l'Europe de disette pendant 2 siècles. Des énormes pêcheries. Et forcément, en étant à Terre-Neuve, ils commencent à rencontrer des autochtones. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose derrière. Et ça commence à discuter. De l'autre côté, les natifs que Jacques Cartier va rencontrer, les Micmacs, ils sont ici, en Gaspésie. Mais c'est des grands marins. Des marins avec des canoës, certes, mais des canoës adaptés pour la mer. Et bien sûr qu'eux aussi, ils pêchent. Ils vont pêcher la morue, mais ils vont pêcher aussi la sèche pour faire de l'encre, notamment pour les tatouages. Donc eux aussi, ils vont à Terre-Neuve, et on suppose qu'il y a déjà des échanges. Et finalement, si Jacques Cartier fait un record, c'est qu'il sait où il va. Il sait où il va, parce qu'on lui a déjà dit comment aller à Terre-Neuve, comment contourner Terre-Neuve, et finalement qu'il y a déjà des gens qui ont été rencontrés. D'ailleurs, il n'y a pas de scène où Cartier arrive sur la plage, embrasse le sol et plante une croix. Non, il arrive, et la première chose qu'ils font, ils rencontrent les Micmacs et ils discutent. D'ailleurs, la première chose qu'ils leur demandent, mais chez vous, comment ça s'appelle ce pays? Et eux, ils disent, bah, c'est chez nous, c'est notre village. Et en algonquin, en Micmac, notre village, ça se dit Kanata. Tout bêtement. De nos jours, le Canada est vraiment une province britannique, a été une province britannique, puis un pays anglophone. Mais en fait, au XVIIe et au XVIIIe siècle, quand on parle de Canada ou de Canadiens, ce sont les francophones. En toute logique, il a entendu Canada, Jacques Cartier a dit, bah, on va appeler ce pays le Canada. Et partout en Amérique du Nord, quand vous voyez des noms à consonance native, c'est que les Français sont passés. Je vais vous en citer d'autres avec d'autres explorateurs. Donc Jacques Cartier discute. Il va demander plusieurs choses. Il a eu une traversée un peu dure, mais il va demander s'il a le droit d'avoir un bout de terre pour le roi de France, qui habite de l'autre côté des océans. Donc avec une négociation, il lui laisse un bout de terre à Gaspé, où il va planter une croix, avec autorisation. La deuxième chose qu'il va demander, c'est, lors de ses voyages, il en fait 3, de pouvoir ramener 2 jeunes guerriers avec lui pour leur apprendre le français. Parce que tout de suite, il comprend qu'il va falloir revenir, et qu'en fait, c'est peuplé, et très peuplé. Alors, toute proportion gardée, hein, le pays est tellement immense qu'on ne croise pas des gens toutes les 2 minutes, mais que le pays est peuplé, et qu'en fait, il va falloir faire tout bêtement de la diplomatie en permanence. Parce que c'est ça, en fait, le premier empire colonial français, avant la Révolution. Le premier empire colonial français, il n'est pas du tout à vision de peuplement. Il est à vision commerciale et à vision de relation avec les autochtones, que ce soit en Afrique ou que ce soit un peu plus tard dans les Indes, les vrais, ce coup-ci. On va être en relation avec les autochtones. Je vous en raconterai un peu plus tard jusqu'où vont ces relations. Et donc, Jacques Cartier, pour faire de la diplomatie, il a besoin de langage. Donc il va prendre les 2 fils de Don Antio et les ramener en Europe, qui vont apprendre le français. Et quand il va revenir, du coup, il pourra discuter. Voilà. Il pourra discuter, et puis, de leur côté, les Micmacs, ils ont bien compris que les Français, ils ont plein de richesses, et notamment des produits manufacturés, et qu'eux, ils vont pouvoir les obtenir, et puis les revendre un peu plus haut dans le Saint-Laurent. Donc par contre, quand Jacques Cartier s'avance plus loin dans le Saint-Laurent, en fait, ils refusent de l'aider, parce qu'ils veulent garder pour eux la relation entre Français et les autres tribus. Donc ça va être plus compliqué. Jacques Cartier, c'est vraiment un découvreur, on dit l'inventeur ou le découvreur de la Nouvelle-France, du Canada, mais c'est pas lui qui colonise. Souvenez-vous, on est en 1534. Ensuite, en France, il se passe quelque chose qui s'appelle les guerres de religion.
dans les années 1540 à 1598, c'est un peu dur dans le coin, on n'a pas trop la tête à aller explorer. Il faudra attendre Samuel de Champlain, qui va aller de nouveau, sur ordre d'Henri IV, du coup, partir en Nouvelle-France, mais ce coup-ci pour établir une colonie. Et là, l'acte fondateur de Samuel de Champlain, qui lui parle de La Rochelle, c'est la grande tabagie de Tadoussac, en 1603. Il a une chance monumentale. Il remonte le Saint-Laurent, il arrive à Tadoussac, un peu avant Québec. Et en fait, à ce moment-là, il y a les Algonquins, donc, qui viennent ici, une autre tribu, qui parle un langage plus ou moins commun avec les Micmacs, donc ils peuvent communiquer. Et donc, il y a les Algonquins qui sont en train de rassembler une grande tabagie, c'est-à-dire un grand rassemblement diplomatique avec les autres tribus, qui viennent de très très loin. Il y en a même des Ojibwés qui viennent de là. Et Champlain s'invite. Il a appris à plus ou moins échanger, difficilement. Il a compris que c'était une société ritualisée, que chaque chose a sa place, chaque place a sa chose, et qu'il fallait s'insérer dans cette culture si jamais il voulait se faire accepter. Et donc, on dit une grande tabagie parce qu'on partage le fameux calumet, et une fois que tout le monde a fumé, on n'a plus le droit de mentir. Et c'est vraiment une relation diplomatique rituelle. Et en fait, l'objectif de cette grande tabagie, c'était de rassembler une alliance de différents peuples algonquins contre les Iroquois, qui sont d'autres natifs, une autre civilisation native, qui eux sont placés à peu près par là. Et ils n'ont pas du tout attendu les Français et les Anglais. Entre les deux cultures, il y a la vallée du Richelieu, et eux ils l'appellent le grand chemin de la guerre, avant même qu'on arrive. Et donc, les Algonquins à cette tabagie, ils veulent une seule chose, c'est s'allier contre les Iroquois. Et Champlain y est. Champlain dit, pas de problème, je suis présent, donc je comprends votre alliance. Il négocie au passage un bout de terre où il n'y a personne pour pouvoir s'installer. Il va s'installer en 1608, je vais un peu vite, à cet endroit qu'on appelle Québec. Et Québec en algonquin, ça se prononce Québec, et ça veut juste dire là où la rivière se rétrécit. Encore un terme algonquin. Mais le lendemain de la tabagie, donc les guerriers sont sur le chemin de la guerre, et ils voient arriver Champlain avec 7 de ses hommes et leurs fusils. Ils font non mais je comprends pas, c'est notre guerre, on a échangé pour la diplomatie, vous allez vous installer. Et Champlain a ce bon mot de dire j'ai compris vos rituels, j'ai fumé le tabac avec vous, donc je suis de fait votre allié et je respecterai cette alliance. Et il va se battre avec les Iroquois qui au demeurant n'avaient jamais vu un fusil de leur vie. Donc la bataille a vite tourné du côté des Algonquins. Et c'est ça la fondation de la Nouvelle-France et des relations entre les Français et les natifs. Bon, du coup, vous imaginez que les Iroquois, en majorité, on ne les a pas eu trop de notre côté. Hein. Voilà. Mais par contre, les Algonquiens ont été majoritairement côté français. Je vous parlerai plus précisément des tribus après, je continue de parler de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, donc on a vu Jacques Cartier, on a vu Samuel de Champlain. Finalement, c'est la vallée du Saint-Laurent, le grand chemin de la guerre, les pays en haut. Alors en haut, pas parce qu'ils sont en haut de la carte, en haut parce qu'ils sont en haut du fleuve. Tout est réfléchi en termes de fleuve. C'est comment on se déplace en Nouvelle-France, sachant que les forêts sont des forêts primaires. Imaginez, la forêt d'Amérique du Nord est aussi dense que l'Amazonie. Donc pour se déplacer, on prend les rivières. Et très rapidement, les lourds bateaux européens ne peuvent pas remonter ces petites rivières. On va utiliser donc des canots amérindiens autochtones qu'on appelle des canoës, qui sont faits en écorce et dont je vous ai ramené 2 pagaies. On va un peu améliorer les choses. D'une pagaie purement en bois, on va la ferrer à côté à l'européenne. Mais on va devoir apprendre dès le début à se déplacer comme eux. Pareil en hiver, pour se déplacer, comment on fait? On prend les mêmes rivières, mais sauf qu'elles sont sous la glace et la neige, et on va utiliser une autre invention autochtone qui sont les raquettes. Mon propos est de dire que pendant très longtemps, et notamment avec l'ère anglaise, on a décrit les autochtones comme étant à l'âge de pierre et d'avoir aucune culture, aucune civilisation. Et comme toujours, ça c'est l'apologie du colonialisme, qu'on leur a apporté la civilisation. C'est faux. Comme à chaque fois qu'on a parlé de ça, c'était d'autres civilisations. Bien sûr, je vais rentrer dans le détail. Hein. Pour finir sur la Nouvelle-France, c'est les pays d'en haut, la Grande Mer de l'Ouest, donc le Manitoba actuellement, et on a découvert en descendant le Mississippi, on allait jusqu'en Louisiane.
que la Louisiane, elle n'a pas du tout été colonisée par voie de mer comme le reste, mais il y a Cavelier de la Salle qui a pris une expédition, c'est petit canoë, il est parti de Montréal. Il est descendu sur des Biloxi qui est à côté de la Nouvelle-Orléans, qui n'existait pas encore. Je vais juste vous donner une échelle de distance. Pourquoi Jacques Cartier, il a cru qu'il allait pouvoir passer de l'autre côté du continent pour trouver les Indes? Parce que là où il accoste, entre là et là, la largeur du Saint-Laurent, c'est la distance qui est entre les côtes normandes et les côtes anglaises. Vous imaginez qu'Avelier de la Salle, il était un peu motivé. Voilà, il y a 2-3 coups de pagaie. Donc finalement, bien évidemment, le Saint-Laurent est une rivière, vous connaissez la chose. Donc voilà pour les découvreurs. Maintenant, comment on s'installe? On va essayer de s'installer dans les terres qu'on nous a concédées, qu'on discute au fur et à mesure avec les natifs. Et finalement, c'est la vallée du Saint-Laurent qui va être assez peuplée, somme toute proportion gardée. Et ensuite, quand on va aller plus loin, on va mettre des forts. Voilà. Parce qu'il faut affirmer la présence française et savoir se protéger. Le fort a une fantastique utilité. C'est un endroit fixe où on peut commercer. C'est un endroit fixe qu'on protège, où on peut protéger les familles de nos alliés natifs qui, eux, n'ont aucune notion de fortification. Et c'est un endroit où on peut toujours nous trouver. Mais finalement, la Nouvelle-France, on dit qu'elle est aussi grande qu'une portée de fusil en dehors des forts. Entre ces forts, la forêt et les terres des natifs. Sans eux, nous ne sommes absolument rien. Clairement. Donc il y a des forts disséminés un peu partout, que ce soit des forts de commerce ou des forts pour justement, il y en a plein sur le chemin de la guerre, parce que bien évidemment, il y avait les Algonquins et les Iroquois, puis les Anglais ils sont installés là où il y avait les Iroquois. Donc très rapidement, les Iroquois ont été alliés des Anglais, les Algonquins alliés des Français. Mais ce n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde, parce qu'il y a certes les cultures, mais il y a aussi les tribus, et chacune est libre. Donc on a eu des tribus iroquoises qui étaient pro-français. Voilà. Notamment les Alliés. Je vous ai parlé de commerce. Vu que les colonies, dans le premier régime colonial français, ne sont pas du tout de peuplement, elles servent à quoi? Elles servent à faire du commerce. Et la grande richesse de Nouvelle-France, c'est pas l'or et les diamants. Jacques Cartier, il a essayé d'en ramener, il s'est planté, il a pris de la pyrite et du quartz. Donc quand il a ramené ça à la cour de François Ier, il n'a pas pu repartir. Voilà. Donc en fait, non, l'expression les diamants du Canada, ça vient de ça, Jacques Cartier qui s'est bien planté. Mais par contre, il y a quelque chose de fantastique, avec des forêts aussi gigantesques, c'est la fourrure. Toute la colonie est basée sur l'économie de la fourrure. Notamment parce qu'au moment où on découvre ça, on n'a plus accès aux fourrures qui venaient de Russie. Parce que la Russie s'est formée, et du coup a eu une diplomatie, et notamment dans cette diplomatie, on n'avait plus accès à la fourrure et ils sont rentrés en guerre avec nous. Donc, néanmoins, la fourrure est à la mode à Versailles. Enfin, au Louvre, puis à Versailles. Et elle sert à faire les chapeaux. Les chapeaux sont en feutre de castor. Le feutre, c'est la première matière créée par l'homme qui soit étanche. C'est pour ça qu'on en fait les chapeaux. Et le feutre de castor, outre être la plus grande des modes, c'est surtout le plus confortable, le plus chaud, le plus étanche. Et vous savez que tout le monde ne sort jamais des couverts. Donc vu qu'on ne sort jamais des couverts, on a une grande consommation de fourrure. Alors comment se passe le commerce de la fourrure? Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez voir l'immense place des natifs. Toute la colonie est basée sur la fourrure, et sans les natifs, on n'a pas de fourrure. En fait, eux, ils vont la trapper au début, hein. Le castor, ça ne se chasse pas, parce que déjà on a bien la fourrure, ça se trappe, donc ça se piège. Donc ils vont la trapper dans leur forêt, puis après, au fur et à mesure, là où il y en a le plus, c'est au-delà des grands lacs. Eux, ils savent le faire, nous, on ne sait pas. Je vous rappelle, c'est des cultures très proches de la nature, de très grands chasseurs. Il y a certaines tribus qui sont juste chasseurs-cueilleurs, ils savent le faire. Ensuite, ils vont aller la porter dans des forts, où il y aura des échanges. Et il y a des gens qui vont partir de Montréal, qui est clairement la ville a été créée pour le commerce de fourrure. Ils vont remonter le Saint-Laurent ou la rivière des Outaouais, et ils vont aller discuter avec des natifs et échanger des biens manufacturés contre de la fourrure. Donc ces gens-là, on les appelle des voyageurs. Parce que globalement, ils passent leur vie à ramer, à voyager. Donc c'est un commerce très lucratif, ils ramènent des ballots de fourrure, qui revendent à des pelletiers à Montréal, qui rassemblent tout,
Et notamment le castor, il a un monopole royal, il le renvoie en France, et là il est traité, et on en fait des chapeaux et autre chose. C'est excessivement cher et prisé. Ce qui suffit finalement pour la colonie. On n'a jamais eu besoin d'envoyer énormément de monde. En plus, par rapport aux Anglais, nous on n'envoie que des gens sur volontariat. Vous connaissez peut-être l'épisode fondateur de la Nouvelle-Angleterre qui est le Mayflower, avec notamment l'épisode de Thanksgiving. Et bien en fait, ceux qui sont arrivés avec le Mayflower, c'était des protestants intégristes que la couronne anglaise avait déportés. Et d'une manière générale, quand ils ont voulu se débarrasser des Irlandais, des Jacobites ou quoi que ce soit, ils les envoient en Nouvelle-Angleterre. Donc très rapidement, ils sont très nombreux. Surtout qu'eux, ils veulent vraiment s'implanter. On estime que dans les années 1780, toute la côte de Nouvelle-Angleterre ressemble franchement au sud de l'Angleterre. Ils ont vraiment presque terraformé. Pour vous donner une idée de différence en fait entre la façon de coloniser, quand on arrive en 1754, au moment de la guerre de la conquête, sur toute cette zone-là, il y a 65 000 Français. Sur toute la Nouvelle-Angleterre, ils sont 1,5 million. Donc, je vais vous dire qu'il n'y a jamais eu une bataille à moins de 7 contre 1. Ils ont un peu l'avantage de ce côté-là au niveau du nombre. Et en plus, eux, ils sont bloqués par les Appalaches, et en fait, ils sont tellement nombreux, eux, ce qu'ils veulent, c'est passer de l'autre côté. Forcément, c'est français, et c'est là où on aura un point de friction, dont on reparlera à la fin. Mais donc, la fourrure est une immense richesse. Il y a des fortunes gigantesques qui se sont créées, mais on n'est pas les seuls. Les Anglais, mais également les Hollandais, je vous rappelle que le premier nom de New York, c'est New Amsterdam, eux aussi, ils ont fait du commerce de fourrure avec d'autres tribus. Et finalement, il y a eu une concurrence entre celui qui paye mieux, celui qui avait plus de fourrure, et il y a eu une notion de concurrence très rapidement entre les tribus. Sachant que ces tribus-là avaient déjà tendance à être plus ou moins ennemies, concurrence économique plus concurrence de territoire pour avoir le castor, vous voyez très bien où ça a pu mener. Déjà des conflits. On rajoute à ça les guerres européennes où les Anglais et les Français ne sont pas dans le même camp, et c'est ça qui va faire de la friction. Voilà. On estime que les Iroquois ont tellement vendu de castors aux Hollandais qu'ils ont presque génocidé, c'est pas le bon terme pour des castors, ils ont éteint la population de castors de Nouvelle-Angleterre. Et c'est à ce moment-là, en fait, où ils vont essayer d'aller sur les terres pro-françaises pour récupérer du castor. Mais forcément, les tribus locales, eux, vendaient aux Français, ils ne sont pas d'accord, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai décrit très rapidement, parce que ce n'est pas le propos, la Nouvelle-France, son intérêt économique, et pourquoi on a besoin des natifs. On en a besoin pour se protéger, certes, nos alliés, on a besoin économiquement. Sans eux, en fait, il n'y a pas de propos à la colonie. Elle n'existe pas. Ensuite, on va vous parler, je vais vous parler vraiment des natifs en eux. Là, on a vu un peu la Nouvelle-France, le point de vue un peu européen centré, mais ils étaient là bien avant. Déjà, j'ai utilisé plein de termes différents, autochtones, natifs, etc. Il faut clarifier. On a clarifié sauvage. Mais après, dans l'histoire, ça a été utilisé différemment, ces mots. Donc sauvage, habitants de la forêt. Et les Anglais, quand ils ont gagné en 1760, ils ont utilisé savagisme, mais là, du coup, on sait que c'est beaucoup moins bien. Ensuite, il y a eu un ministère des Affaires autochtones qui devait gérer. Autochtone, c'est un nom assez neutre, en fait, c'est ceux qui habitaient là. Mais malheureusement, dans l'histoire, et notamment au XIXe siècle, ce ministère, les affaires autochtones ont vraiment fait des choses très négatives. Notamment les tentatives de génocide, les pensionnats, les réserves. Donc de nos jours, autochtone, on utilise ce mot-là d'un point de vue administratif, mais c'est pas un mot excessivement adapté si on veut parler des natifs. Ensuite, les Américains, les États-Unis utilisent le terme Native American, qui est traduit et francisé en Amérindien. C'est un terme qu'on entend assez fréquemment, notamment en France, mais qui n'est pas juste non plus. Ils ne sont pas indiens, ils ne sont pas américains, parce qu'ils étaient bien avant Amerigo Vespucci. Et il n'y a que 20 ans qu'on allait demander au Conseil des tribus du Canada comment ils veulent se faire appeler. 20 ans. Tout bêtement, comment voulez-vous vous faire appeler? En même temps, ils ont le droit de vote que depuis 1976. Et donc, les conseils de chefs des tribus et au Canada, vous pouvez imaginer, vu la longueur du pays, il y en a quelques-uns, se sont rassemblés
Et en fait, eux en français, ils veulent qu'on les appelle, alors au début Première Nation, maintenant on est en train d'en revenir parce que nation, c'est un concept européen, c'est pas un concept américain, enfin d'Amérique du Nord, donc premier peuple, ou natif. Donc, de nos jours, et c'est des termes qu'on utilise, comme quoi l'histoire est vivante et avance, c'est que récemment, que dans nos écrits, on utilise ces termes-là, Première Nation, natif, premier peuple. Voilà. Donc, de nos jours, si on veut parler du sujet, on parlera donc des natifs. Quand je suis au XVIIIe siècle, je parlerai de sauvages, et de nos jours, je parlerai de natifs. Voilà. Et déjà, si on ne peut pas parler de vocabulaire, il faut imaginer que ça fait que 20 ans qu'on leur a demandé comment ils s'appellent. Ensuite, peut-être qu'à grand renfort de western, vous avez entendu des propos traduits de l'anglais qui sont les Indiens des plaines, les Indiens du désert, les Indiens des forêts. Ça, c'est très anglais, on fait rentrer dans des cases le maximum de personnes dans des petites cases. En fait, vu que leur seul et unique but, c'était de prendre la Terre, ils n'ont jamais essayé de les comprendre. Par contre, quand on communique tout le temps avec eux et qu'on ne peut pas tenir une guerre, on ne peut pas tenir une colonie sans eux et sans leur alliance, il va falloir être un peu plus précis. Les Français, en fait, eux, ils les appellent par leur nom, tout bêtement. Ils les appellent par le nom de leur tribu. Et l'éventuelle seule généralisation qu'ils peuvent faire, c'est qu'il y a 3 grandes aires linguistiques. Donc il y a l'ère algonquine, détaillée, l'ère iroquoienne, et l'ère sioux, beaucoup plus à l'ouest. Et ça, c'est une généralisation pratique, parce que pour faire de la diplomatie, c'est mieux quand on parle leur langue. Et en effet, même si le Micmac, l'algonquin et le Outaouais n'est pas exactement la même langue, bah c'est la même ère algonquine, et donc on arrive à discuter. Voilà. Donc c'est ça les seules généralisations. Mais en pratique, bah, ils les appelaient les Micmacs en Gaspésie, ils les appelaient les Abénakis, ici en Acadie et jusque dans la vallée du Richelieu, juste à côté de Saint-Ours, avec leur capitale Odanak. Les Abénakis ont été tellement importants pour la Nouvelle-France que leur surnom c'est les anges gardiens de la Nouvelle-France. C'est la tribu qui est le plus partie en guerre à nos côtés. Bah déjà parce que en fait, ils étaient entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. Ensuite, donc les Algonquins, les Inuits, qu'on appelle aussi des montagnais, les Outaouais, sur la rivière des Outaouais, qui donnera la capitale fédérale, Ottawa. Ensuite, on va un peu plus loin, et on arrive ici aussi toujours en ère algonquine, jusqu'aux Ojibwe, qui sont les plus à l'ouest. Ensuite, au sud, il y a les Iroquois. Et les Iroquois, c'est, encore comme je vous l'ai dit, c'est à la fois une ère linguistique, et finalement, eux, ils avaient fait une confédération de 6 tribus, donc, qui était la confédération iroquoise. Donc là, eux, on peut les appeler Iroquois, alors c'est pas assez précis. Mais on est allé chercher plus loin. Par exemple, il y a les Sénécas. Les Sénécas, qui sont appelés également les Tsonantouanes, et ben, du coup, ce sont des Iroquois. Ça a été nos plus gros ennemis. On peut parler des Lénape, qui sont appelés Loups, ou Delawares, et ainsi de suite. On essaye, pour comprendre, on essaye d'être le plus précis possible. Je vous parle très rapidement des Sioux, parce que les Sioux, ils commencent à peu près ici. Ils sont dans les plaines. On les a rencontrés justement au début du XVIIIe siècle avec les explorations de Monsieur de la Vérendrye. Ils se sont rapprochés et parfois ont fait du commerce jusqu'ici, à Fort-Détroit ou à Shikaku. Voilà. Mais ce sont des nomades, et donc en fait ce sont des contacts fréquents, mais pas récurrents. Donc il y a eu quelques interprètes français à parler Sioux, mais c'était assez réduit. Donc, mais toutes ces tribus-là, à la base, c'est qui? Ils reviennent d'où? Vous savez peut-être dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des bassins de peuplement, il y a l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, et ensuite ça s'est réparti. Et ce qui a finalement peuplé, nous, l'Europe occidentale, à quelques exceptions comme le Pays Basque, c'est les migrations indo-européennes. Bah, de la même façon, en fait, en Amérique du Nord comme du Sud, il n'y avait pas d'humains. Et il y a 10 000 ans à peu près, non, c'est pas 10 000 ans, 10 000 ans avant l'ère chrétienne, en fait, ils ont traversé depuis l'Asie, ce sont des tribus sibériennes, plus au sud, donc des Asiatiques, qui ont traversé le détroit de Bering à pied, et ensuite qui sont redescendus le long des côtes pour fuir l'ère glaciaire et la calotte glaciaire qui était très basse. Ils se sont installés là à ce moment-là. Là, on parle de proto-natifs, avec bien évidemment peu de traces, et a priori une culture plus ou moins unique. Mais là, on est dans l'ère préhistorique, hein, on a très très peu de traces. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dès 1000 ans avant l'ère chrétienne,
il y a déjà plusieurs civilisations en Amérique, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud. Je vous rappelle qu'il y a eu des empires, comme les Incas, les Aztèques, les Mayas, qui du coup avaient eux aussi des voyageurs, et eux, ils avaient une forme d'écriture, donc ils ont rencontré aussi ceux d'Amérique du Nord. Donc tout ça, ça fait des traces pour dire qu'il y a déjà plusieurs civilisations en Amérique du Nord, en 1000 ans avant l'ère chrétienne, et donc une civilisation plutôt sioux, algonquine, iroquoise, sachant qu'ils se sont installés en fonction de leur culture, et notamment de leurs moyens de subsistance. Sachant que dans leur culture, la première chose qu'il faut savoir, et qui a tout créé pour eux, c'est leur religion. On ne peut même pas parler de religion parce qu'ils sont animistes. L'animisme, c'est croire profondément qu'en chaque chose, immobile ou mobile, animée ou pas, il y a une âme, il y a un esprit. Autant dans un humain, dans un animal, dans un objet. C'est ça l'animisme. Et en fait, on l'a vu dans toutes les cultures animistes de la planète, c'est des cultures excessivement proches de la nature, parce que forcément, ils lui donnent une âme et ils la respectent. Et ça va rester proche de la nature. On n'a pas vraiment de théorie qui explique pourquoi ils sont jamais passés à l'âge de fer, à se développer différemment, mais une des théories est de dire qu'ils n'en avaient pas besoin. En fait. Voilà. Donc, déjà, la première chose la plus importante, c'est qu'il y a une âme en chaque chose, et ils sont excessivement proches de la nature. Voilà. Ce qui fait que c'est des gens qui vivent dans la nature de manière absolument géniale. C'est eux qui ont appris aux colons à survivre au Canada. Il y a eu un épisode, vous connaissez l'épisode de Thanksgiving, où finalement la première colonie du Mayflower va mourir de froid et de faim, et où d'ailleurs c'est des Algonquiens qui viennent apporter à manger aux colons britanniques, avec la dinde et tout ce qui va. Donc, ce qu'on sait moins, c'est qu'au printemps, les Britanniques ont massacré le village. Il s'est passé une chose plus ou moins similaire avec Champlain. D'autres Algonquiens qui sont venus aussi le nourrir à Québec dans l'hiver 1608-1609, et notamment pour le guérir du scorbut, avec du thé sauvage. J'en reparle après. Bon, la différence, c'est qu'au printemps, Champlain, il a pris son fusil, il allait les défendre contre les Iroquois. Voilà, il y a eu une différence culturelle majeure. Vous connaissez le scorbut ? Vous êtes dans une ville de marins, vous savez forcément ce que c'est que le scorbut, c'est si je regarde vos dents, 1 sur 2 là. Le scorbut, c'est le manque de vitamine C, et forcément, quand on est en mer, on ne mange pas de produits frais. Donc, ça déchausse les dents, et on peut en mourir. Finalement, quand on est en Amérique du Nord avec des hivers qui durent entre 4 et 6 mois, on n'a pas de produits frais non plus. Et à terre, ils avaient des problèmes de scorbut. Mais ils savaient le régler. En fait, ils prenaient des pousses de pin, de l'épinette, et ils le faisaient bouillir dans l'eau. Et en fait, c'est vert parce que c'est excessivement riche en vitamine C. Et du coup, ça a fait un thé sauvage, et ça permet de lutter contre le scorbut. Bon, par contre, donner une boisson aux Européens, ils en font de l'alcool. De nos jours encore, il y a de la bière d'épinette, hein, qui a été très prisée pendant toute la période de Nouvelle-France. Mais c'est comme ça qu'ils ont pu survivre. On parle un peu de boissons, de culture. Déjà, est-ce qu'ils cultivent ? Ça dépend qui. En fait. Les Iroquois, d'une manière générale, sont des grands agriculteurs. Ils sont semi-nomades. Et en fait, c'est la culture des 3 sœurs. Les 3 sœurs, c'est le maïs, la courge et le haricot. Pourquoi sœurs ? Parce que ça pousse ensemble. Ils font pousser un plant de maïs, ils l'utilisent comme tuteur pour mettre le haricot, et ils mettent les courges au sol pour pouvoir empêcher ce qu'ils disent la vermine de grimper. Voilà. Donc les 3 poussent en même temps. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas l'assolement triennal, donc ça pompe beaucoup dans les ressources de la terre, et tous les 10-15 ans à peu près, ils changent d'endroit. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont semi-nomades. Je pense que le but est d'être sédentaire, mais vu qu'ils épuisent la terre, ils passent d'un endroit à un autre. Ça, c'est les Iroquois. Les Iroquois, c'est une société très codifiée. Toutes les sociétés natives sont très codifiées. Et Champlain, Cartier, ils ont tous compris ça. C'est pas parce que c'est pas neutre. Bien évidemment qu'il y a eu des problèmes d'incompréhension culturelle. Mais par contre, ils ont vite compris que s'ils ne comprenaient pas, ils faisaient pas l'effort d'essayer de les comprendre, ils n'arriveraient jamais à en tirer quoi que ce soit. Donc ils ont essayé de les comprendre. Je vais vous parler de culture, notamment donc les Iroquois, eux, c'est une société ni patriarcale ni matriarcale, mais binaire. C'est-à-dire qu'on sépare réellement le domaine des femmes et le domaine des hommes, avec une égale importance.
Ça se traduit notamment, dans chaque tribu, il n'y a pas un chef, mais deux chefs. Un chef de guerre et un chef de paix. Et le chef de paix peut être une femme chez les Iroquois. De la même façon, les femmes sont chez elles. Ce sont les hommes en se mariant qui vont chez leur nouvelle femme. Voilà. Ça, c'est les Iroquois. Les Algonquiens, eux, c'est carrément matriarcal. Les hommes sont chefs que pour la guerre. Bon, la guerre, la chasse, le sport, parce que c'est la même chose pour eux. Ce sont les femmes qui dirigent, et notamment toutes les chefs de paix sont uniquement des femmes. On estime que ce sont les femmes qui apportent la pérennité, et que ce sont les femmes qui, du coup, doivent gérer la paix. Mais c'est aussi le Conseil des femmes qui dit on va en guerre, et donc on nomme un chef de guerre. Donc là, les Algonquins sont complètement matriarcales, les lignées sont par les femmes, on habite chez sa femme, et il y a une grande libéralisation sexuelle aussi. Ça a beaucoup plu aux Européens en Colombie. Il n'y a pas du tout le péché de chair. Pas du tout. Les femmes, en fait, peuvent prendre des amants qu'elles veulent. Et le mari n'a rien à dire. Et puis d'ailleurs, elles peuvent changer de mari aussi. Le divorce existe, c'est codifié. Il y a des conditions, mais ça marche. Et c'est à l'initiative de la femme. Il y a même une façon rituelle de demander les faveurs d'une femme. On va prendre une brindille dans le feu, l'allumer, donc c'est une allumette, et la présenter à la dame dans sa couche, et si elle la souffle, c'est qu'elle vous accepte dans sa couche. Si elle se retourne, c'est que non. Et en l'occurrence, si un non, c'est non. Là, je devrais l'encadrer. Un non, c'est non. Et en l'occurrence, c'est sous caution de se prendre tous les guerriers de la tribu dans le lendemain. Voilà. Donc c'est même rituel et codifié. Vous imaginez que les Français qui ont voyagé auprès des natifs, ils ont vite compris ces rituels. Aucun souci. Voilà. Autre chose. Deux autres points excessivement importants de leur culture. Ça, c'est le côté asiatique, en fait. On voit ça dans toutes les cultures asiatiques. C'est ce qu'on appelle la culture du cadeau. En fait, il n'y a pas de différence entre la diplomatie et l'échange commercial. Et tout se scelle par un échange matériel. Donc, si on leur demande d'être nos alliés, on doit leur offrir des cadeaux. Et si on leur demande du castor, on leur offre en contrepartie des produits de traite. C'est le terme français pour dire d'échange, de troc, en fait. Qu'est-ce qu'on va échanger, à votre avis, en premier? On dit des biens manufacturés. La première chose qu'on échange et qu'ils adorent, c'est les fusils. Ça n'a pas été gagné. Parce qu'en fait, les Français, au début, ils ont interdit qu'on donne des fusils aux sauvages, s'ils avaient trop peur qu'ils aillent détruire d'autres tribus. Parce qu'ils ont une culture de l'ethnocide. C'est-à-dire que quand on mène une guerre, on la mène jusqu'au bout. Et que les survivants sont adoptés. Donc c'est pas un génocide parce que le sang et la race existent toujours, mais le but du jeu c'est de détruire la culture et de les adopter dans sa propre tribu. Donc les Français l'ont vite compris et ont dit si on leur donne des fusils, ça va mal se passer. Bon, par contre les Hollandais n'étaient pas assez nombreux, ils n'avaient pas assez d'alliés, ils ont donné des fusils aux Iroquois. Donc très rapidement les Français ont été obligés de donner des fusils à leurs alliés à eux pour remaintenir une forme d'équilibre. Donc après, fusil poudre. Et finalement, le deuxième produit de traite le plus prisé, c'est celui-là. La chaudière en cuivre. Avant l'arrivée de la chaudière, pour faire chauffer de l'eau et faire bouillir le maïs, pour un très bon sagamité par exemple, il prenait une peau, il la tendait, il remplissait d'eau, pendant ce temps-là, il mettait des cailloux au feu. Et quand c'était bien chaud, il mettait les cailloux dans l'eau. Vous imaginez que quand ils ont découvert ça, notamment toutes les chefs de paix, ils ont fait ouais, le fusil c'est bien gentil, mais et une fois qu'on a ramené le produit de la chasse, ça moi je veux. Donc ça c'est vraiment en général quand on part dans les pays d'en haut pour échanger du castor, on part avec ça. Clairement, les deux ça marche. Plein d'autres produits manufacturés, comme des fers de hache, des lames de couteau qui sont rien d'autre que des couteaux de cuisine français, et remis à leur sauce, après on leur donne que les lames, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va échanger. Et je vous dis, il n'y a pas de différence entre la diplomatie et l'échange commercial. Donc quand on va demander à ce qu'ils soient alliés à nous, on va engager des tractations commerciales et aussi leur offrir des cadeaux. Ça c'est vraiment la politique, la culture du cadeau, c'est partout en Asie, et y compris du coup en Amérique du Nord. Voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de différence entre chasse, guerre et sport. En fait, c'est dans leur culture. Je vais faire une aparté moderne.
Il y a 4 ans, en hockey sur glace, donc c'est très moderne, hein, le gardien d'une équipe qui arrivait en finale de Coupe Stanley, en fait, est natif. Voilà. Lui, il vient de Colombie-Britannique. Et en fait, quand il allait sur la glace, sachant que c'était l'année où on a découvert des charniers dans les pensionnats, que lui-même c'est un symbole justement pour son peuple, il le savait, c'est celui qui a le plus de représentation, le natif avec le plus de représentation en Amérique du Nord. Quand il montait sur la glace, on l'entendait passer dans le couloir en faisant les aboiements, les cris de guerre. Il n'y a pas de différence entre le sport, la guerre et la chasse. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'à la chasse, c'est le lapin qui risque sa peau ou c'est plutôt le lapin? C'est pareil à la guerre. À la guerre, on risque sa peau, mais la vie humaine est au-dessus de tout. Donc si on sait qu'on va perdre, on n'y va pas. Et ça a posé problème. Parce qu'en diplomatie, des fois, on engage des batailles, mais à chaque fois, il faut rassurer les alliés en leur disant « Si, regardez, on est assez nombreux, on va gagner, vous pouvez venir ». D'une manière générale, certains détracteurs français disaient qu'ils n'étaient pas fiables parce qu'ils étaient toujours du côté des vainqueurs. En fait, c'est juste que dans leur culture, il faut leur prouver qu'il y a une chance de gagner. Sinon, ils n'y vont pas. C'est d'ailleurs ça qui a fait la survie de la Nouvelle-France. Vous savez, l'habitat de base de l'habitant canadien, c'est la maison de rondin que vous avez déjà vu fréquemment dans des émissions. Avec ces fusils, en fait, c'est un bunker. Et les Canadiens qui sont tous dans la milice ont toujours 2 fusils, ils sont réputés être d'excellents tireurs. Un fusil comme ça, bien entraîné, on met 20 secondes à le recharger, ça porte létalement à 200 mètres. Autour de ces maisons, ils mettaient 200 mètres de glacis, avec un Canadien tireur d'élite à l'intérieur, et sa femme, très important, qui elle aussi sait tirer et sait charger. Et pendant que lui il tire, sa femme recharge. Qui a envie de se taper un sprint à découvert à 200 mètres avec un tir létal toutes les 10 secondes? Ça s'appelle la dissuasion, et c'est ça qui a protégé la frontière canadienne pendant les guerres iroquoises. Quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien faire, ça a calmé le jeu pour tout le monde. Ou alors qu'il fallait mettre beaucoup de moyens. Voilà. Et au demeurant, c'est ce qui explique aussi que les Canadiennes sont toutes tireuses. Enfin, quand on va à la chasse, on rapporte quelque chose. Ça s'appelle une prédation. Quand on va au sport, on a remporté quelque chose. Il y a toujours une forme de trophée. La guerre, du coup, c'est la même chose. Ils ne font la guerre que avec l'étape d'après, qui est l'étape de prédation, qu'on pourrait appeler le pillage, que au demeurant, les Européens font très bien aussi. Mais eux, c'est rituel. On ne peut pas aller à la guerre. Si on revient de la guerre sans rien, c'est comme si on n'était pas allé à la guerre. Et peu importe qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, en fait. Et ça a été aussi très difficile de le faire comprendre aux diplomates, même les diplomates français qui comprenaient, parce qu'on est au XVIIIe siècle, la guerre elle est plutôt policée. La guerre, une fois qu'on a gagné la bataille, on ne va pas poursuivre, parce qu'on va négocier un traité de paix, et il ne faut pas avoir commis d'exactions pour avoir des bons termes. Et sauf que eux, les sauvages, à la fin de la bataille, ils se jettent et ils pillent. Ils récupèrent un tricorne, un fusil, ils vont lever des chevelures. Donc ça, c'est une tradition chez eux. On lève des chevelures. Mais c'est une tradition que les Européens ont amplifiée. Les Hollandais payaient les chevelures de Français levées aux Iroquois en monnaie. Donc ça a amplifié. À tel point que les Iroquois alliés des Français et des Algonquins ils ont dit « Ouais, mais eux, en fait, ils payent les chevelures, donc est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose ?» Donc à un moment, les Français ont payé les chevelures aussi, ils ont arrêté. Et en fait, ils ont réussi à comprendre, grâce aux religieux, ce principe de guerre de prédation, qui était déjà documenté par les historiens de l'époque, sur d'autres tribus plus anciennes, comme les Gaulois. Et ils ont compris en fait qu'il fallait les laisser faire. Alors bien évidemment, l'Église n'était pas tout à fait d'accord pour laisser des pillages et des massacres. Officiellement, ils regardaient un peu ailleurs, mais j'ai plein d'exemples d'officiers de compagnie franche qui laissaient faire la prédation. Ou, instant plus marquant, des Occidentaux qui faisaient eux-mêmes la prédation. Quand la guerre éclate dans la vallée du Ohio, il y a un retournement d'alliance et des gens qui trahissent les Français. Ils trahissent les Français, la première chose qu'ils vont faire, ils vont envoyer d'autres alliés natifs pour leur dire « Attention, c'est pas bien. Vous savez que les Français sont puissants, revenez.
Ça leur a fait peur, il y a la moitié qui reviennent dans le giron français. Et il reste les Sénéca, qui eux, les Torontois, qui eux ne veulent absolument pas. Et qui vont massacrer tous les Français qu'ils voient. Là, la France dit non, le gouverneur envoie du monde. Et ce qui va mettre fin finalement aux prédations des Torontois, c'est un officier français dont le nom n'est pas resté dans l'histoire, puisqu'il aurait été excommunié, qui bat au corps à corps le chef Torontois et finit par manger son cœur devant ses guerriers. Donc on est d'accord que l'Église n'avait pas super d'accord avec ça, mais d'un autre côté, ça montre quoi? C'est que tous les officiers canadiens, ils connaissaient parfaitement la culture en fait des Amérindiens. Il n'avait pas envie, hein. Lui dans sa culture française, c'est pas bien du tout. Mais n'empêche, il connaissait suffisamment la culture pour faire cet événement marquant, et ça a été tellement traumatisant que les Torontois sont repartis côté français et ont abandonné. Voilà. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là, au niveau diplomatie, on est obligé en permanence de s'acclimater. Et une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir comprendre comment finalement, de plusieurs peuples, les Français ont essayé de s'insérer et ça a créé un nouveau peuple. Le peuple actuel, qui est un peuple canadien en fait. Certes, il y avait des Français avec des cultures françaises, avec des préjugés français. Je ne dis pas que tout était rose, hein, bien évidemment, il y avait des préjugés. La grande chose qui était bien, c'est qu'il y avait déjà eu la controverse de Valladolid. Est-ce que vous savez ce que c'est que la controverse de Valladolid? Pas facile, hein. En fait, les Espagnols, en Amérique du Sud, ils arrivent et il y a un taré congénital qui s'appelle Hernán Cortés, qui en 2 ans détruit un empire, l'empire aztèque. Complètement. Il le détruit, il n'y a plus personne. Et là, l'Église a fait, oula, non, ça va pas. Et en fait, ils vont poser une question, la fameuse controverse, c'est est-ce que les sauvages ont une âme? Et en fait, ils avaient déjà calculé le coup, et à la fin, la conclusion c'est oui, ils ont une âme, donc les gars, vous n'avez plus le droit de les tuer. Ils ont une âme, ils doivent être convertis. C'est le moyen que l'Église a trouvé pour faire lever le pied, et du coup, cette controverse de Valladolid, elle a déjà eu lieu. Donc en fait, nous, on ne se pose même pas la question, on est catholiques, hein, comme les Espagnols, on sait que ils ont une âme et on doit les traiter d'humains d'égal à égal. On va voir qu'on va traiter vraiment d'égal à égal dans certaines situations. Bien sûr qu'on va tenter de les convertir. On va envoyer des jésuites et des récollets. Les récollets, c'est des franciscains. Donc c'est un ordre pauvre dont les principes, c'est de vivre parmi leurs ouailles. Donc eux, ça passe super bien. Le premier jésuite qui est arrivé, vous savez, c'est un ordre un peu rigide, hein, les jésuites. Ils sont arrivés, ils ont essayé de dire non, maintenant vous êtes tous catholiques, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il a fini torturé. Du coup, il y a le deuxième jésuite qui est arrivé et qui a fait ah, là par contre, ça me chauffe un peu. Et en fait, il a essayé de comprendre la culture. Et même si c'est un ordre très très carré, les meilleures sources sur les natifs, la moitié des choses que je vous raconte de nos jours, c'est des sources écrites par des jésuites. Parce que le deuxième qui est arrivé, il a dit que si on ne comprend pas leur culture, on n'arrivera jamais à les convertir. Donc il a demandé à l'ordre d'écrire au maximum la culture native. Et c'est ce qui fait qu'encore de nos jours, il y a des chants de Noël en Huron. C'est un peuple iroquois. Et c'est un mélange vraiment des deux cultures. Vous pourrez chercher, ça s'appelle Jesus, donc Jésus Anaontia. Donc c'est Jésus est né en Huron. Et vous avez des chants gutturaux sauvages mélangés avec un cantique. Et ça, c'est vraiment ce qui a été créé. Donc l'Église, pour le coup, elle aide au XVIIe et XVIIIe parce qu'ils aident à comprendre. Ensuite, ce qui va raffermir donc, les relations, c'est que tout bêtement, on a besoin les uns des autres rapidement. Nous, on a besoin d'eux pour le castor, pour apprendre à survivre et pour la guerre. Et eux, ils ont besoin de nous parce que très rapidement, ils deviennent dépendants en fait, de nos produits manufacturés. Et finalement, dépendants, vendre du castor, c'est pas mal aussi. Hein. C'est le jour où les récoltes ne sont pas terribles, on pourra toujours se débrouiller pour récupérer. Voilà. Alors bien évidemment, il y a des degrés, il y a tout un spectre entre des pro-français, certains qui faisaient juste du commerce, d'autres qu'on avait un peu rien à faire, qui vendaient 2-3 castors. Vous pouvez imaginer qu'il y a un spectre complet. Mais globalement, on est très loin de la façon britannique de gérer les natifs, qui est les réserves, et on en a parlé tout à l'heure. Néanmoins, au début, c'était un peu hasard. Excusez-moi. Je vous fais un peu les relations. L'histoire du début de la relation. On a dit que Samuel de Champlain s'allie aux Algonquiens contre les Iroquois. Donc vous pouvez imaginer que les Iroquois, ils n'étaient pas très contents. Et donc en 1603, vente tabagique de Tadoussac, avec des grosses conséquences.
La première des conséquences, finalement, c'est qu'il n'y a plus de castors dans le coin et que les Iroquois vont essayer de remonter au nord parce que de toute façon, c'est leurs ennemis, donc ils vont commencer à se taper dessus. Ils ont bien identifié que les Français et les Algonquins étaient copains, donc ils attaquent autant Algonquins que Français. Puis entre les deux, là, il y a la Huronie, les Hurons, dont vous en avez peut-être entendu parler dans le dernier des Mohicans. Très bon livre et très bon film, qui finalement, la seule chose qui est mauvaise dans le dernier des Mohicans, c'est que c'est un livre anglais pro-natif, alors que finalement, ceux qui ont respecté les natifs, c'est des Français. Mais bon, Fenimore Cooper étant anglais, il l'a écrit de son côté. Mais regardez-le en réfléchissant. Avec ce que je vous dis, ça va rentrer en écho. Et donc, les Hurons étant alliés, c'est des Iroquois, mais ils sont alliés des Français, et bien là, les autres Iroquois ont décidé de sortir des 6 nations et tenter de les génocider. Là, on parle même plus d'éthnocide, mais vraiment de génocide. Ils n'ont pas supporté que des alliés à eux soient pro-français et refusent de leur céder des territoires. Et là, ça a été vraiment, vraiment dégoûtant, en mode guerre de prédation, à tel point que la Huronie qui était là, en fait, part. Et là, c'est aussi très fondateur, parce que c'est le gouverneur de Québec qui va intervenir pour protéger les Hurons de 2 façons, en leur disant passez dans d'autres terres, on va couvrir votre retraite, et ceux qui veulent se convertir, on vous donne des terres pour en faire des villages. Encore de nos jours, il y a des villages Hurons qui sont notamment à côté de Québec. Voilà. Ça, c'est assez fondateur, justement. Il y a d'autres Iroquois qui, à ce moment-là, disent finalement les Français sont pas mal, et donc c'est notamment les Alliés qui eux aussi vont basculer côté français, vu comment ils ont traité les Hurons. Voilà. Donc quand on voit le dernier des Mohicans, et donc le grand méchant du dernier des Mohicans, c'est Magua, un chef de guerre Huron, il l'a très mauvaise contre les Anglais, il l'a très mauvaise contre les autres Iroquois, ça explique en fait. On est vraiment sur un génocide. Les Iroquois attaquent sans cesse la colonie, à tel point que ça pose problème, on pense qu'on va perdre la colonie. Et Louis XIV décide en 1665 d'envoyer un régiment pour protéger la colonie, parce qu'à l'époque, il n'y a personne. Il y a juste la milice, donc je vous ai dit, 15 ans à 60 ans, les Canadiens se défendent eux-mêmes. Donc il va envoyer un régiment qui vient d'Isère, donc il prend c'est pas idiot, il décide d'envoyer un régiment de montagnards pour aller au Canada. C'est plutôt intelligent, ce régiment s'appelle Carignan-Salière. Il va faire une campagne de 1165 à 67, et après cette campagne, on va avoir une paix de 20 ans. Ce régiment est excessivement important aussi pour la fondation de la Nouvelle-France, parce que 65% des soldats et des officiers sont restés et ont créé finalement des souches, et notamment moi qui m'appelle Saint-Ours, mon grand-père Pierre de Saint-Ours était officier au régiment de Carignan-Salière, et on a donné notre nom à la seigneurie de Saint-Ours. Voilà. Et à peu près la même chose s'est produite partout. Le problème, c'est qu'au bout de 20 ans, la guerre reprend. Et là, il n'y a plus Carignan-Salière. On envoie à ce moment-là les compagnies franches de la marine. Donc c'est les premières troupes réglementaires et permanentes en Nouvelle-France. Alors de la marine, mes soldats, je les embauche par là, je les mets sur un bateau. Ils arrivent en Nouvelle-France, ils ne voient plus jamais un bateau de leur vie, sauf un canoë. Donc c'est de la marine. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-France dépend du ministère de la Marine. Voilà. En pratique, ce n'est pas des marins. Il y a certains membres des compagnies franches qui protègent les forts, comme vous avez un peu partout. Il y en a d'autres qui sont à bord des bateaux pour fusiller. Il y en a d'autres qui vont faire des troupes de débarquement. Finalement, ça va créer de nos jours les fusiliers marins, l'infanterie de marine, et pour ceux qui vont apprendre à se battre comme les Amérindiens, voilà, par notre nom, les commandos marines. Voilà. Mais ceux qui sont recrutés uniquement sur volontariat, mais volontariat en disant vous embauchez dans les compagnies franches à destination de Nouvelle-France. Le sergent recruteur qui abuse d'un recrutement, par exemple en le faisant boire, est pendu. Alors dans l'armée de terre, des recrues ivres-mortes, il y en a eu quelques-unes. Mais là, en fait, c'est tout bêtement, ils estiment que la mission est trop dure et qu'il va y avoir trop de désertion, en fait, s'ils ne prennent pas des volontaires. Alors du coup, ça a fait un peu comme Légion étrangère. Parce qu'on avait fait une grosse connerie en France et on voulait éviter l'échafaud. On était très très volontaires pour aller en Nouvelle-France dans ces cas-là. Voilà. Et le but, au passage, c'est 80% des compagnies franches de la marine, soldats comme officiers, restent après leur service. On facilite le tout, en fait, pour qu'ils restent, notamment en leur donnant 1 an de solde d'avance, 1 an de ration d'avance, et en leur payant les outils pour devenir agriculteurs. Donc c'est plutôt des bonnes conditions. À ma période, en 1750, les 2 tiers des officiers sont nés au Canada. Parce que finalement, c'est bien de faire la guerre et de
de gérer la colonie laurentienne, mais les officiers, on est tous à parler plusieurs dialectes, on parle français, anglais, plusieurs dialectes sauvages, parce que notre rôle, c'est clairement la diplomatie. Quand on va à la guerre, il faut qu'on ramote derrière nous, et ça peut prendre des jours et des jours. Et il faut connaître leur culture. Exactement ce que je vous dis depuis le début, en fait. Ce qui va mettre le feu aux poudres entre Iroquois et Français, c'est 1688, la Révolution anglaise. Alors c'est sous Louis XIV pour nous, en fait. Avant, la France et l'Angleterre étaient plus ou moins alliés, même si on n'était pas toujours très copains. Mais en 1688, il y a la révolution de Cromwell, si vous en avez entendu parler, et ça va changer complètement l'opposition entre France et Angleterre. Et c'est le début de ce qu'on appelle la deuxième guerre de 100 ans. Ouais, vous ne saviez pas qu'il y en avait eu deux, en fait. En fait, de 1688 à 1815, les Français sont systématiquement dans les deux camps opposés, et les alliés changent, et il y a des petites trêves. Donc, comme la première guerre de 100 ans, finalement. Donc, en prenant du recul, plusieurs historiens dont moi ont dit que c'est la deuxième guerre de 100 ans, et ça permet de traiter de la période avec plus de recul. Donc, la conséquence ici, c'est que pendant toute cette période, à partir de la guerre de l'année d'Augsbourg, on sait qu'on est en permanence en opposition Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre. Même en temps de paix, sur la frontière, discrètement derrière un arbre, voilà. Puis en plus, il y a un gros championnat en Nouvelle-Angleterre et en Nouvelle-France. C'est le même qu'à Saint-Malo. C'est la contrebande. Si on peut ne pas payer les taxes, on y va. Donc il y a des énormes relations entre Nouvelle-France et Nouvelle-Angleterre qui sont complètement paradoxales. Il y a plein de relations à coups de fusil, mais à côté de ça, c'est quand même bien pratique d'avoir des relations avec les Anglais, qui ont des ports qui sont libres de glace toute l'année, qui ont un bon rhum, parce que eux, ils rapportent du rhum. Alors à l'époque, on est capable de papy de découvrir si c'est un rhum anglais ou un rhum français. Pas la même chose. De nos jours, c'est les rhums épicés, c'est plus des rhums anglais à l'époque. Les rhums français, eux, c'est des rhums, donc il n'y a que de l'ambré, et plutôt secs. Voilà. Bon, après, quand on discutera, je vous donnerai des noms plus précis pour goûter. Quoi qu'il en soit, les Français, en fait, le rhum, produit de luxe absolu. La canne à sucre est fauchée aux Antilles, on en fait une mélasse. La mélasse, on l'envoie en barrique en France, et là, c'est transformé en rhum. Donc en fait, pour avoir une bouteille de rhum français en Nouvelle-France, il faut qu'elle ait fait 2 fois le trajet. Vous imaginez le coût gigantesque, ça ne va pas du tout. Alors que les Anglais, eux, en fait, ils ont du rhum de la Barbade, ils le remontent. Il faudra attendre le début du XVIIIe siècle, vers les années 1720, pour avoir une liaison entre Louisbourg, qui est ici, et Port-au-Prince. Et là, à ce moment-là, on va commencer à avoir du rhum français un peu plus courant. Mais d'une manière générale, on ne voit pas beaucoup de rhum. C'est pas compliqué, hein. Il y a beaucoup de Normands, beaucoup de Parcherons qui sont partis, donc ils ont amené quoi? Le cidre, le calva. Tout le monde fait de la bière. Hein. La bière, c'est ce qu'on appelle une boisson domestique. Tout le monde le fait. La bière d'épinette. Voilà. Et surtout, concernant l'alcool, on n'en donne pas aux sauvages. On n'en vend pas aux sauvages. C'est un crime de lèse-majesté. Parce que très rapidement, ils ont compris en fait qu'à chaque fois qu'on donnait de l'alcool aux sauvages, eh ben, ça se finissait avec un meurtre. Ils sont violents. Alors de nos jours, avec la génétique, on a compris pourquoi. C'est comme toute peuplade d'origine asiatique, en fait, ils ont un gène qui fait qu'ils ne tiennent pas l'alcool. Voilà. Et vu que c'est une culture guerrière, pas tenir l'alcool plus culture guerrière égale violence. Donc en fait, ça met à mal la diplomatie du roi, donc ils sont carrément allés jusqu'à faire une ordonnance du gouverneur pour dire que c'est un crime de lèse-majesté. Je vous laisse imaginer la peine encourue pour ça. Donc jamais vous voyez un Français donner de l'alcool à un natif. Les Anglais, par contre, quand ils ont essayé de retourner les alliances, ils en ont donné de la baraque. Puis après, ils ont donné des couvertures au scorbut. Au choléra. Pas la même façon de voir. Là, donc du coup, les Anglais donnent plein de fusils aux Iroquois pour attaquer les Français. Et les Français, eux, ils n'ont pas l'information en fait qu'on est en guerre contre les Anglais. Parce que comme j'ai dit, les Anglais, eux, ils ont des ports libres de glace toute l'année, mais pas nous. Donc nous, on était tranquilles, on pensait qu'on était en paix. Et là, les Iroquois arrivent à Lachine, donc à l'ouest de Montréal. Donc pourquoi la Chine? Parce que c'était le point le plus à l'ouest de la colonie pendant un certain temps, et donc du coup, ça menait vers la Chine. Tout bêtement. Sauf que là, c'est un vrai trauma. Les Iroquois arrivent et massacrent tout le monde. Pour vous donner une idée, donc là, on est en 1689.
on estime qu'il tue 1/10 des hommes adultes de la colonie. Donc il tue 300 hommes, il y en a 3000 sur toute la colonie. C'est après en fait que la colonie, on n'a pas développé la colonie tant qu'on n'a pas fait la paix avec les Iroquois. Comme je vous l'ai dit, 1754, 65 000. Mais là, en 1689, donc 3000 hommes adultes entre 15 et 60 ans. Donc on rajoute les femmes, les enfants et les vieillards, mais 1/10 de la population, de la force de travail masculine qui est tuée, ça fait là, ça a vraiment fait un trauma. Et de nos jours, dans l'histoire, on parle du massacre de la Chine. En plus, il y a eu plein de captifs, ça a été vraiment ça. Finalement, les Iroquois faisaient leur guerre de prédation comme toujours. Ça n'a rien changé. Donc forcément, en contrepartie, il y a eu des attaques dans les deux sens. Le gouverneur est allé attaquer les Iroquois et finalement, en 1701, il y a un gouverneur qui a la très très bonne idée d'organiser une immensissime tabagie à Montréal en convoquant toutes les tribus qu'il connaît. Il y a des tribus qui sont venues du Manitoba pour aller à Montréal. Ils les ont toutes convoquées. Ça a pris 2 ans pour faire venir tout le monde. Montréal, alors là, les habitants qui, eux, connaissaient le massacre de la Chine, ils étaient comme ça, parce qu'il y avait 10 fois plus de sauvages que de Français. Et ils ont fait des négociations pendant 6 mois. Et là, pas de peau. Pour les convoquer, ils sont passés par un chef algonquin reconnu et respecté par tout le monde. C'est lui qui a envoyé les invitations. Au moment où tout le monde arrive, il meurt. De vieillesse, Et là, oui, comme vous dites, pas de peau. Donc ça a mal commencé. 6 mois de tractation. Et à la fin, ce qu'ils arrivent à négocier au Grand Traité de Montréal, c'est soit l'alliance, soit la neutralité. Donc ça, c'est ultra fondateur de la colonie. Il y a un avant-après 1701. Enfin, on va obtenir des relations cordiales. Il va falloir continuer à faire de la diplomatie, même avec nos ennemis. Vous pouvez le voir tout à l'heure, mais je vous ai fait des facsimilés en fait de la Grande Paix de Montréal. C'est quelque chose que je trouvais absolument fantastique, c'est que toutes les tribus ont signé avec le symbole de leur tribu. Donc un cheval, un serpent, un renard, un cochon. Je trouve ça génial, c'est une des meilleures sources en fait finalement sur la graphologie des natifs. Et il est encore conservé d'ailleurs au musée canadien à Ottawa. On est d'accord, c'est quand même un grand document majeur de l'histoire du pays. Donc à partir de là, ça se calme bien et on va repartir sur la diplomatie. Et c'est là où je vais vous parler de choses vraiment assez intéressantes. Le but du jeu pour les Français, ça a été de s'insérer dans la politique d'Amérique du Nord en essayant d'avoir leur place. Notamment, plein d'échanges culturels dont je vous ai parlé. Et il y a des choses assez marrantes qui sont passées, c'est que le gouverneur a reçu un petit nom de la part de toutes les tribus, qui est Onomtio. Onomtio qui veut dire la grande montagne. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'en fait le gouverneur à qui ils ont donné ça, il s'appelait De Montagnier. Voilà. Et en fait, les tribus, tous, ils ont toujours appelé, peu importe le gouverneur, c'est Onomtio. Et puis après ils ont compris qu'au-dessus du gouverneur, il y avait quelqu'un de l'autre côté. Donc ils ont appelé le roi de France le grand Onomtio de là les océans. Je trouve ça assez poétique. Et c'est comme ça qu'ils échangeaient en fait. Notamment avec de la diplomatie très très ritualisée, je vous en parlerai rapidement à la fin. Parlons un peu du roi de France du coup. Je vous parle de notion d'égalité. Louis XV a invité, alors à Versailles, c'est la cour de Versailles, mais ça a été à Fontainebleau, il a invité des chefs hurons et abénakis. Et il les a reçus en grande pompe. Donc les chefs sont arrivés, eux aussi en grande pompe. Costumes perlés magnifiques, des plumes de partout, ça devait être sublime. Bon, imaginez par contre les courtisans, ils ont commencé à rire. Louis XV a pris le chef huron, l'a serré dans ses bras et l'a appelé mon frère le roi. Bon, ça a calmé le jeu. Alors je sais que c'est anecdotique, mais c'est toujours pareil pour vous donner des points de compréhension en fait, des relations entre Français et natifs. On a Louis XV qui appelle un huron mon frère le roi, il le considère d'égal à égal. Voilà. Bon, après Louis XV, on a vu 2 dans sa vie, on est d'accord, vu les échanges, on parle de... il faut 8 semaines pour aller de France en Nouvelle-France et 6 semaines dans la France. Tout le monde n'est pas Jacques Cartier avec ses 3 semaines.
Je vous ai parlé des jésuites et des récollets. On va arriver également à finalement la création du peuple métis. Parce que autant l'Église essayait de convertir, mais ils n'ont pas interdit le mélange français et natif. Pas du tout. Puis au niveau diplomatie, c'était quand même pratique d'avoir un bonhomme qui parlait les deux langues, quoi. Donc en fait, la seule chose qu'ils imposaient l'Église, c'est que du coup, si on épousait un ou une native, il fallait qu'ils se convertissent. C'est leur business, hein. Et donc il y a eu le début de la création d'un peuple métis qui n'était pas du tout honteux. Alors c'est sûr, c'était pas les mêmes qui allaient devenir grand officier ou grand marchand enfin à Québec. C'était plutôt des habitants qui justement finalement étaient chargés de la relation entre les deux mondes. Mais ce peuple a été créé. Alors il est devenu honteux sous le régime anglais, hein, clairement, mais pas sous le régime français. Alors ça, déjà on peut parler en long, en large, en travers des luttes des Premières Nations pour la reconnaissance. Et une fois qu'ils auront bien avancé là-dessus, on pourra passer à l'étape d'après, c'est la nation métisse. Parce qu'eux-mêmes, ils ont subi aussi plein d'exactions et des deux côtés. Bon, néanmoins, je vous ai donné quand même une image assez, certes objective, mais assez idyllique. Vous imaginez que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. On a notamment la guerre des renards, les guerres en 1712 et 1728. Les renards, c'est un peuple par ici. Et la première guerre est purement économique. On installe Fort Détroit sur leur terre, donc qui donnera la ville de Détroit. Et eux, ils veulent du coup garder la mainmise, le monopole sur les relations avec les Français pour aller vendre des choses ailleurs. Sauf que quand les Français ils arrivent à Fort Détroit, ils arrivent avec des Hurons, des Outaouais, des Algonquins, des Abénakis, toutes leurs nations alliées. Et donc finalement, il y a une énorme concurrence, et concurrence de territoire, friction, peuples qui ne se comprennent pas, ça donne une guerre de 2 ans où les Français interviennent. Vraiment, celle-là, elle a été plutôt propre. Ils mettent un traité de paix, et le problème, c'est que 10 ans après, en fait, les renards reviennent à l'attaque, et notamment essayent d'attaquer les alliés autour de Fort Détroit, et là, ce coup-ci, ils veulent faire un ethnocide. Et donc les Français disent, ah non, ça, on ne laisse pas passer. C'est notre crédibilité qui est en jeu par rapport à tous nos alliés. Donc, ils sont allés chez les renards, et le problème, c'est que les alliés voulaient faire une prédation absolue, ils ont détruit la tribu. Donc il y a un débat entre historiens en train de parler, est-ce que c'est un génocide français ou un ethnocide natif entre natifs, mais le résultat c'est que les renards de nos jours sont moins de 500. Enfin non, on les laisse partir à 500 à la fin de la guerre, et ils sont adoptés par d'autres tribus, donc de nos jours on ne sait même plus trop si elles existent, parce qu'ils ont été adoptés à droite à gauche. Donc entre génocide et ethnocide, on ne sait pas si c'est des Français, si c'est les autres natifs, quoi qu'il en soit, c'est pas beau. Je ne veux pas non plus faire un portrait totalement idyllique. Bien évidemment qu'il y a eu des frictions. Il y a eu la guerre avec les Iroquois, mais même dans notre ère culturelle. Et ce qui fait que finalement, on arrive à la guerre qui va finir la Nouvelle-France, qui a 3 noms. En 1754, c'est la guerre de la conquête, comme les Québécois l'appellent. Nous, on l'appelle la guerre de 7 ans. Et les Américains l'appellent la French and Indian War. Voilà, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils affrontaient les Indiens et les Français. Et là, tout se déclenche dans la vallée de l'Ohio, justement, avec une lutte de pouvoir entre tribus. Celui qui va déclencher le coup de fusil, donc une guerre en Europe, qui commence par un coup de fusil d'un Américain au fin fond de l'Ohio, qui s'appelle George Washington. Je pourrais vous en parler en long, en large, en travers, mais je pense que ça va déconstruire un peu sec le mythe du grand George Washington. C'est les grands par sa politique et sa volonté d'avoir sa propre légende. Militairement parlant, il est mauvais. Mais archi mauvais. Alors là, on ne parle pas d'histoire militaire, on pourra en reparler après, bien évidemment, sur des questions qui vous pourraient venir. Mais bon, c'est lui qui déclenche cette guerre, et au bout de pas mal de luttes, à minimum 7 contre 1, il y a une bataille à 15 contre 1, qu'on gagne, et on finit par perdre sous le poids, et en 1760, il y a la reddition de Montréal, et finalement, la Nouvelle-France disparaît et passe britannique. Donc c'est à ce moment-là que l'Empire britannique prend possession du Canada. Voilà. Ce que je veux vous dire... Pardon ? Avant, l'Empire britannique était sous les lacs, c'est ça ? C'était les 13 colonies. La côte. Voilà, les 13 colonies là en rouge. Du coup, c'était vraiment... et c'est les 13 colonies qui, un peu plus tard, 20 ans après, quand ils vont leur demander de payer les dettes
de la guerre contre les Français, ils vont faire « Ah non, 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 on ne paye pas les dettes, on s'invente un pays ». Ça s'appelle les USA. Et donc ça donnera la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance est une conséquence de cette guerre-là. Mais mon propos est de dire justement qu'en 1760, il n'y a rien à dire après sur les conséquences sur le peuple francophone qui donnera le peuple québécois, qui a subi des exactions, qui a eu beaucoup de luttes pour créer sa propre civilisation et son propre particularisme en Amérique du Nord. Mais pour moi, à mon sens, les plus gros perdants dans cette guerre de la conquête, ce sont justement les natifs alliés des Français, qui sont passés d'un régime français à un régime britannique, et je n'ai pas vraiment envie de vous détailler toutes les exactions habituelles, les réserves et autres de l'Empire britannique. Ainsi, j'ai envie de finir avec une conclusion d'un historien qui s'appelle Francis Parkman, qui a dit « La civilisation espagnole a écrasé les Indiens, la civilisation anglaise les a méprisés et négligés, la civilisation française les a enlacés et chéris. » Moi, j'ai envie de finir avec ça, et puis j'espère que dans ce petit moment, avec toutes ces petites anecdotes, et bien évidemment que je n'ai pas pu vous détailler les relations avec chaque tribu, parce que vous l'avez compris maintenant, on n'a jamais fait de relation finalement entre les natifs et les Français. On a fait des relations avec les Abénakis, avec les Outaouais, avec les Agnais. Et en fait, si je voulais vraiment être juste et vous dépeindre un vrai portrait de nos relations, c'est avec chacun, parce que finalement, c'était pas une culture indienne, mais plusieurs civilisations natives. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté.